Bon, maintenant que M. Kogama a fini avec ses activités, c'est un homme très occupé, on le voit. On va enfin passer au vif du sujet. M. Kogama, bonjour. Bonjour. Ici, on est sur la chaîne Réalité Afro Business. Ah oui. Et voilà, l'objectif de la chaîne, c'est de partager des cas comme vous à la diaspora surtout et même aussi aux gens qui sont sur place pour qu'on puisse, pour qu'on comprenne que sur place aussi, en Afrique, au Cameroun aussi, il y a des gens qui réussissent et il y a des gens qui réussissent très mal. Donc, du coup, raison pour laquelle Bon, je suis ici. Et voilà, parlez-nous un peu de vous. Qui est Emmanuel Kokam? bon. Ok, merci Douglas. Je préfère qu'on se tutoie parce qu'on est des jeunes et on est déjà des amis aujourd'hui. C'est vrai qu'on s'est rencontrés dans une circonstance particulière et aujourd'hui, on fait partie, on est déjà des amis. Donc, Emmanuel Kokam, c'est un Camerounais qui a, sur le plan académique, qui a fait son cursus au Cameroun. Je suis ingénieur en informatique, ça va vous surprendre. Je suis ingénieur en informatique. Les gens sont toujours surpris d'apprendre que je suis ingénieur en informatique. Mais j'ai jamais fait de carrière en informatique. Parce que à cause de la mauvaise orientation scolaire, je me suis retrouvé là où il fallait pas. Et pour ma carrière professionnelle, j'ai travaillé longtemps dans les assurances. Où j'ai été directeur commercial dans plusieurs entreprises d'assurance au Cameroun. La dernière en date, c'est une multinationale américaine qui fait dans les assurances. Où je peux vous rassurer, parce que les gens vont croire que si on fait l'agriculture, c'est parce qu'on a raté notre vie. Non, c'est faux. Je peux vous rassurer, j'avais un très bon salaire. Je fais partie quand même des Camerounais qui gagnaient plus de 4 000 euros. Vous pouvez vérifier. Wow. Chez Prudential. Pourquoi? Non, non, je peux donner le nom. Je travaille chez Prudential Beneficial. C'est une des compagnies d'assurance qui paye mieux au Cameroun. Donc, 4 000 euros. Et je ne peux pas compter les avantages que j'avais, voiture de fonction, chauffeur, téléphone et autres. Donc, j'étais très bien payé. Donc, je voulais d'abord, parce que beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on va faire l'agriculture, c'est qu'en fait, à un moment, on a échoué, on a loupé sa vie et autres. Mais à un moment, j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale. Pendant que je travaillais, j'avais déjà mes projets agricoles. Et à un moment, j'ai commencé par l'agriculture conventionnelle, où j'ai cultivé les pommes comme tout jeune. J'ai cultivé les pommes, le maïs et autres. Et après, j'ai découvert, lors d'un de mes voyages en France pendant mes vacances, j'ai découvert l'agriculture sous serre. Je me suis formé, j'ai lancé ma première serre au Cameroun. Et les résultats ont été au-delà de mes attentes. Et à un moment donc, j'ai commencé à faire l'agriculture sous serre. Vous savez, il est très difficile de gérer un projet agricole à distance. Même étant au Cameroun, ça je peux vous garantir. Il est très difficile. Sauf si vous faites accompagner par une entreprise qui fait ce que la ferme de Carrefour fait aujourd'hui. Si vous faites accompagner, là vous avez des chances de réussir. Mais si vous voulez gérer à distance, détrompez-vous, vous allez échouer. Mais déjà, ça veut dire qu'on comprend que toi, tu pèses quand même gros parce que là, tu es déjà parti pour énumérer quelques entreprises, quelques activités que tu fais. Mais si on veut savoir concrètement, parce que notre chaîne fait dans le concret, on n'est pas là pour bien parler forcément, non. C'est aussi important qu'on voit ce qu'on fait. Donc, si on veut être concret et savoir un peu ce que tu représentes en Afrique ou alors au Cameroun, où est-ce que tu te situes, comment est-ce que tu te présenterais ou alors comment est-ce que tu présenterais ton entreprise? Bah, je présentais mon entreprise comme une entreprise en pleine expansion parce que je suis à la tête de plusieurs entreprises. Il y a la ferme de Carrefour, qui est l'entreprise mère où tout a commencé, qui était un projet agricole. Il y a, il y a 237 Market, qui est une entreprise qui a eu des difficultés parce qu'il n'y a pas eu que des succès. Il y a aussi eu des échecs. 237 Market, qui est une entreprise qui devait faire dans la distribution, qui a eu des soucis, mais que nous allons relancer. Nous exportons aujourd'hui le bâton de manioc en Europe, qu'on appelle le bobol de Mbélé. Pourquoi Mbélé? Mbélé, c'est le village de l'un de mes meilleurs amis, que j'appelle aujourd'hui mon frère. Moi, je suis Bamileke, mais lui, il est Eton. Mais la relation qui me lie aujourd'hui, il s'agit de Denis et Sono. La relation qui me lie aujourd'hui est une relation qui dépasse le cadre de la fraternité. Donc, je produis le bâton de manioc dans son village. Parce que dans son village, on fait le meilleur bâton de manioc. Et ça, on sent que notre bâton de manioc en France a été plébiscité sur sa qualité. Aujourd'hui, nous transformons le piment. Aujourd'hui, nous transformons le piment dans des sticks de 2 grammes. Là, nous sommes en plein lancement. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé sur le piment, déjà, c'est l'emballage, c'est le concept, mais pas que ça, c'est aussi l'accessibilité, le prix. Donc, je parle surtout au Cameroun, il coûte 25 francs.
Oui. Donc, on peut aller chez le boutiquier. Peut-être en rentrant le soir, moi-même, je peux aller chez le boutiquier. Ouais. Je vais prendre 2 sachets. Je Ouais. sais que je suis bien positif. Donc, je Oui. trouve le concept déjà très, très intéressant. Mais d'où est venue l'idée? Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait comme les autres? Pourquoi ne pas faire un gros sachet où on remplit le piment, on emballe pour exporter aux gens là-bas? Je pense que c'est ma déformation professionnelle. Je pense, comme je l'ai dit à l'entrée, j'étais quand même directeur commercial et marketing dans une multinationale des assurances. Je ne peux pas arriver dans un domaine comme celui-là et ne pas changer. Aujourd'hui, ce qui attire beaucoup de personnes, il y a d'abord le packaging de notre produit. On aurait pu venir sur le marché comme tout le monde. Nous ne sommes pas les premiers à faire le piment sur le marché. Il y a des gens qui font le piment de 10 grammes, 5 grammes et autres. Mais on s'est dit, qu'est-ce que nous apportons de différent par rapport à ce qui existe déjà sur le marché? Donc, il n'était pas question pour nous de venir faire dans la même chose. Alors, il fallait faire quelque chose qui tend dans l'innovation. Et vous savez, on a commencé à regarder. J'ai un ventre particulièrement délicat. Quand je vais dans les restaurants manger, je suis toujours obligé d'avoir un produit dans mon sac parce que après, parfois, j'ai des problèmes de digestion parce que le piment dans les restaurants est souvent même gardé. Même à la maison, votre épouse, elle fait son piment même au frigo. Mais après un certain moment, ça peut se détériorer et ça vous fait des problèmes. Donc, je me suis dit, il faut résoudre un problème. Un produit vient sur le marché, peut-être nous permet d'avoir de l'argent, mais il faut aussi résoudre un problème. Or, notre piment, c'est un piment en poudre. Vous le découpez, vous l'utilisez, vous pouvez le mettre dans la poche de votre veste. Vous allez à une cérémonie, vous consommez le piment, vous détachez votre piment, vous mettez dans votre sauce et vous consommez. Vous pouvez. Donc maintenant, aujourd'hui, ça règle ce problème-là. Ceux qui ont des problèmes de digestion comme moi ne vont plus avoir ce problème parce que notre piment, il est 100% moulu, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas d'ajout, rien. Il a été déshydraté en respectant les normes d'hygiène et de sécurité, de tout ce qu'il faut. Donc c'est ça un peu dont nous avons voulu faire différemment. Donc à chaque fois quand on se lance dans un créneau, on essaie de faire différemment. C'est la même chose, vous avez vu, on aurait pu rester dans l'agriculture conventionnelle comme on le faisait. Mais on a voulu faire quelque chose de différent. Aujourd'hui, on fait dans la culture sous serre, qui est encore quelque chose qui n'est pas très connu par les Camerounais. Aujourd'hui, pour le dire vrai, je ne suis pas le seul aussi sur le marché à le faire. Il y a quelqu'un qui a commencé à le faire avant moi. Roland Fomenem de Greenhouse. Moi, j'aime parler de lui parce que je ne suis pas de ceux qui pensent que tout dans un secteur, vous allez présenter comme ce non. Roland Fomenem, aujourd'hui, lui et moi, nous sommes des amis. On a une concurrence positive. Chaque fois quand je fais un nouveau truc, je l'appelle, je dis qu'est-ce que tu en penses? Je fais un truc, il m'appelle, qu'est-ce que j'en pense? On essaie d'avancer. C'est pas là que le marché il est grand. Si on se fait des concurrences inutiles, on ne va pas avancer. Donc voilà un peu. Donc après les assurances, à un moment, comme je disais à l'entame, à un moment, j'avais soit fait le choix de continuer ma carrière ou démissionner pour m'occuper de mes projets agricoles. Et j'ai dû prendre la décision qui s'imposait, c'était de démissionner et pour me mettre à fond dans mes projets agricoles. Donc ça fait aujourd'hui, je crois, 3 ans que j'ai démissionné. Je me suis fixé un objectif lorsque j'ai démissionné. Et c'est vrai que ça n'a pas plu à beaucoup de personnes autour de moi, que ce soit mes amis, ma famille, parce que lorsque vous gagnez ce niveau de salaire, vous êtes un peu le soutien de plusieurs personnes. Et lorsque vous décidez de tout abandonner, voilà, et puis aujourd'hui, vous ne pouvez plus tendre la main aux gens, comme les gens comptaient un peu sur vous, c'est un peu difficile. Mais ils ont dû se faire à l'idée, de toute façon, ça fait 3 ans aujourd'hui, ils ont dû se faire à l'idée de savoir aujourd'hui que je suis agriculteur. Parce qu'à l'époque, quand je disais aux gens d'aller faire l'agriculture, certains frères me répondaient, oui, il est assis dans son bureau à Bonanjo, il me demande d'aller faire l'agriculture. Aujourd'hui, je leur dis, j'ai laissé Bonanjo, j'ai laissé les bureaux couchus, je viens faire l'agriculture. Je remarque, pas que je remarque, c'est ce qu'on voit. Il y a vraiment l'esprit entrepreneurial. L'esprit entrepreneurial s'est installé bien avant l'entrepreneuriat. Donc, on voit que quelque part, déjà, tu te préparais déjà, je veux dire, même quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu te préparais déjà à lancer tes entreprises. Donc, du coup, quelle a été ta véritable motivation? À partir de quand et pourquoi est-ce que tu as dit, bon, ok, je plaque tout? Parce que plaquer tout aussi, c'est pas évident. Je disais en introduction tout à l'heure qu'on a toujours l'habitude d'entendre telle personne a tout abandonné en France, elle a tout installé en Afrique, telle personne a tout abandonné aux États-Unis, au Canada. Tous mes amis sont dans la diaspora de ça, mais j'ai jamais eu envie que je sois à la diaspora parce que mon salaire me permettait de mener un train de vie vraiment aujourd'hui. Donc... Oui, mais qu'est-ce qui te motive donc à partir de là à tout plaquer et à te lancer dans la vie active de l'entrepreneuriat? Déjà, il faut savoir que je n'avais pas prévu terminer, je n'avais pas prévu travailler jusqu'à 60 ans. J'avais toujours rêvé un jour être à mon compte. Donc, j'avais déjà ça dans un coin de ma tête. C'est comme lorsque vous allez en Europe, il y a certains qui vont en Europe pour rester. Il y a ceux qui vont en se disant, je m'en vais me battre avec l'objectif de revenir. Donc, il y a 2 catégories de Camerounais qui vont à l'étranger.
Il y a ceux qui partent en se disant, OK, moi je m'en vais en Europe, je veux rester là-bas jusqu'à mes 60 ans et je reste. Il y a ceux qui partent avec la volonté de venir. Toi, je t'ai rencontré avec un aîné, M. Ouattara. Ouais. Tu vas pas me dire qu'en fait, si tu es là aujourd'hui au Cameroun pour vouloir t'installer à élever les ports, ça veut dire qu'en partant, tu avais déjà prévu de revenir. Ça ne s'est pas imposé avec toi. Puisque, d'après l'histoire que M. Ouattara m'a raconté, tu es ingénieur. Tu aurais pu rester en Allemagne et continuer ta vie pépère et faire comme les autres qui viennent ici, claquent l'argent et autres repartent. Mais tu vois, ça veut dire qu'il y avait ça dans ta tête. J'avais ça, mais je n'avais pas prévu de démissionner à temps. J'avais prévu de démissionner à 55 ans. J'avais prévu que j'allais démissionner à 55 ans. Donc, je savais que pour moi, j'aurais le temps d'investir, de mettre des sécurités et autres. Mais mes projets m'ont imposé à un moment de partir plus tôt. Parce que j'avais le choix de continuer ma carrière professionnelle ou j'avais le choix de continuer mes projets. J'ai dit non. J'ai déjà tellement mis mes épargnes dans des projets agricoles. J'ai eu tellement des échecs. J'ai dit que non. J'ai dit, écoute, de toutes les façons, j'ai regardé sur le marché. Je me suis dit, j'avais deux choix. Je pars, je me casse le nez, ou je pars, j'ai réussi. Généralement, ce qui fait peur aux gens, c'est que si je me casse le nez alors que j'avais déjà un équipe. J'ai regardé, j'ai des amis, des références. J'ai mon ami Ngolwa Epo, que je peux citer ici, qui est un exemple. Il est parti un jour. Je me souviens quand je suis allé le voir, il m'a dit, Emmanuel, il y a des mois où je n'avais pas de carburant. Il y a des mois où j'arrivais à la station, je mettais 2000 francs de carburant. Alors qu'il travaille dans une entreprise, il avait un bon salaire. Mais aujourd'hui, mon ami là, il est milliardaire. Je connais le patron de Techno. Je l'ai vu commencer. Aujourd'hui, j'ai des exemples camerounais, des exemples italiens. Je me suis dit, je ne suis pas le premier à échouer, il y a des gens qui ont échoué. On reviendra sur l'échec. Donc, à un moment, j'ai donc décidé de partir. Mais il ne faut pas que les gens pensent que lorsqu'on part, lorsqu'on décide de démissionner pour aller créer une entreprise, on va tout de suite commencer à gagner le niveau de salaire qu'on avait avant. Non. L'entrepreneuriat, on ne va pas faire croire aux gens que l'entrepreneuriat est facile. Non, c'est même difficile. Mais si vous savez ce que vous recherchez quand vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous n'aurez pas peur de vous lancer. Restons sur l'échec, puisqu'on en est là. Comment est-ce que tu as vécu tes échecs? Ou alors d'abord, quels ont été tes plus grands échecs? Nous avons eu plusieurs échecs. Aujourd'hui, on a eu plusieurs échecs. Ma première plus grande échec, je travaillais encore. J'avais lancé, c'est une histoire qui me fait toujours rire. J'avais comme tout entrepreneur, quand tu commences, tu veux travailler avec la famille. Alors, je cultivais les pommes à l'époque et je travaillais encore. J'ai lancé 2 hectares de pommes de terre. Généralement, chaque fois quand je récoltais 1 hectare de pommes de terre, j'avais au minimum 3,5 millions. Donc, j'avais lancé 2 hectares de pommes de terre, chez lesquels j'espérais, je savais que, OK, j'ai 7 millions, je vais avoir. Je travaille avec mes cousins. Je suis de l'Ouest Cameroun, de Baham. L'inconvénient quand vous travaillez avec vos cousins qui vivent au village, c'est que s'il y a un grand deuil dans votre village, le week-end, ils ne travailleront pas. Mais voilà. Donc, j'ai une maladie qu'on appelle le mildiou qui a attaqué mes pommes. J'étais accompagné par un ingénieur qui a donné le traitement à faire. Malheureusement, pour moi, il y avait un grand deuil au village du week-end. Mes cousins sont allés au deuil le vendredi, le samedi, le dimanche. Le lundi, j'étais en Kosovo. Donc, ils n'ont pas pu. Donc, ils sont venus au champ que le mardi. Quand ils sont arrivés au champ, mon champ était jaune. Donc, sur les 7 millions que j'attendais, j'ai eu 300 000. Premier échec, ça m'a fait tellement mal. J'ai même arrêté d'abord. J'ai dit, je ne fais plus. Mais après, lorsque vous avez la fibre entrepreneuriale, ça arrive. Après un jour, je me suis dit, je vais repartir de toutes les façons. Je suis revenu, mais cette fois-là, j'ai dit que je ne confie plus la responsabilité de mes entreprises à un gars du village. J'ai pris un gars bêtis, j'ai pris un gars bêtis et musulman qui n'ont rien à voir avec les funérailles. Et là, on a continué à travailler. On a eu encore des échecs entre-temps aussi. On fait aussi dans l'élevage des lapins. Ils sont arrivés à un moment de perdre 200 lapins. Parce que juste notre collaborateur n'a pas respecté les normes d'hygiène. Il était prévu lorsque vous allez acheter la nourriture pour élever les lapins. Il ne faut pas, quand vous revenez de l'achat, quand vous allez chez les revendeurs de produits, c'est le milieu où tous les agriculteurs viennent avec leurs bactéries. Donc, c'est le laboratoire des bactéries. Lorsqu'un gars revient pour acheter des aliments pour vos animaux, quand il revient de ces endroits-là, il ne doit pas passer à la ferme. Il doit d'abord rester ailleurs, se désinfecter. Mais le gars est entré, il n'a pas respecté, il est entré. Le lendemain, tous nos 200 lapins sont morts. Ça aussi. Mais comment est-ce qu'on se... Je peux bien comprendre que derrière, il y a la motivation. Donc, derrière, on se dit que je n'ai pas d'autre choix. Je vais être entrepreneur, je vais avoir ma propre entreprise. Quelque part, souvent, c'est très difficile. Je veux dire, perdre pratiquement 7 millions, comme ça, parce que les gens sont allés au deuil. Ça, c'est les réalités de notre continent. Il y a des projets de clients, qu'on a pu pour réaliser. On a échoué. Hein. Exactement. Ça nous a mis dans des problèmes avec des clients.
Parce que ça, il faut le dire. Ouais. Il y a des projets de clients où vous allez, vous promettez à un client de lui, un client investi, vous partez pour réaliser, ça ne marche pas. Et le client vous en veut. Et là, vous vous sentez, il vous prend même pour un escroc. Mais comment on se relève de ce genre de choses? Donc, qu'est-ce qu'on se dit le lendemain après avoir perdu 7 millions? Qu'est-ce qu'on se dit le lendemain quand on se réveille? Quand on a perdu 7 millions de francs, la première fois, on veut se retrouver comme on a dit que mieux on laisse, on fait. Mais je veux dire aux gens, il faut lire. Il faut toujours aller voir les autres. Il faut aller toujours voir les autres. Je vais vous parler de comment je me suis levé. Première fois, quand j'ai perdu 7 millions, j'ai commencé à chercher. J'ai tapé sur Google pour voir les hommes qui ont le plus échoué sur cette terre. Alors, je tombe sur la fabuleuse histoire de Jack Ma, le patron de Alibaba. Il n'y a personne qui a échoué sur la terre comme ce gars. Il a tellement eu des échecs qu'on a organisé un concours dans sa ville où il fallait 30 personnes, il était 31, il a échoué. Mais aujourd'hui, c'est l'homme le plus riche de la terre. Vous avez l'histoire d'un gars comme Abraham Lincoln. C'est le meilleur président des États-Unis. Mais les gens ne connaissent pas son histoire. C'est un monsieur qui avait eu tout pour abandonner. Mais il n'a pas abandonné. Quand je paye mes 200 lapins, je pense que j'ai trop perdu. Je commence à fouiller pour voir si c'est quelqu'un qui a perdu lapin. Je tombe sur un gars au Bénin. Il en avait perdu 600. Mais quand vous voyez qu'un gars qui a perdu 600, le lendemain, il est toujours là. Vous avez perdu 200, vous perdez quoi? C'est comme la maladie. Parfois, vous êtes malade, vous pensez que vous êtes trop malade. Vous arrivez à l'hôpital, vous voyez le cas de quelqu'un d'autre, vous, ça va, vous guérissez même. Donc, quand vous regardez des cas quand vous lisez l'histoire d'un monsieur, le monsieur qui a créé, j'ai oublié son nom, qui a créé Uber pour l'utiliser en Europe. Mais est-ce que vous savez que ce monsieur, avant que Uber ne marche, il avait créé environ 11 entreprises qui ont fermé. Et qu'il était tellement endetté que c'est Uber qui est venu remplacer des autres entreprises. En tant que Bamileke, vous savez comment on fait les tontines. Avec le salaire que j'avais, je tontinais pratiquement plus d'1,5 million par mois. J'ai tout investi dans l'agriculture. J'ai perdu parfois. J'ai eu des problèmes avec ma famille, mon épouse, là qui trouve que c'est même quoi l'histoire, il faut laisser. Mais je n'ai pas abandonné. Mais vous voyez, quand vous êtes dans le cas, il y a certains qui vont regarder ma vidéo et vont dire que ah, ce monsieur, j'ai fait un projet à lui qui a échoué, il allait manger mon argent. Mais alors que c'est un échec qui peut arriver. Vous avez une épidémie, vous lancez une culture, une attaque bactérienne, tout ça. Mais le gars qui a investi avant, il voulait un retour d'investissement, il n'a pas. Il est fâché. Mais vous vous dites, quand vous lisez l'histoire d'un gars comme là de Uber, vous vous dites, ok, voilà un gars qui a échoué comme moi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer à travailler et je vais réussir. Parce que tout le monde, je connais beaucoup de personnes qui m'ont dit, est-ce que tu connaissais que c'était mon entreprise? Je dis, mais c'était un très bon concept. Pourquoi ça a échoué? Voilà, tu as dit pareil, tu ne connaissais pas que c'était moi le propriétaire de l'entreprise. Voilà. J'ai des amis qui ont investi dedans, qui sont fâchés contre moi aujourd'hui, qui pensent que j'ai mangé leur argent et je vais continuer. Donc, quand vous lisez les histoires des autres, ça vous stimule à vous relancer quand vous avez eu un échec. On a écouté Papa Ouattara la dernière fois. Il a perdu beaucoup, mais il s'est relancé. Vous voyez un peu, pendant la période du Covid ici, je connais quelqu'un qui faisait 10 hectares de tomates, qui a failli mettre la corde au cou, mais il s'est relancé. Donc, quand vous avez des histoires comme ça, j'ai un de mes aînés, il faut que tu le rencontres. Fidel Kenny. Ça, c'est ma référence. C'est mon idole. Il faut que tu rencontres cet aîné-là. Non, je vais tout faire pour que tu le rencontres. Je vais tout faire pour que tu le rencontres. C'est un grand qui est parti. Je l'ai connu comme tu m'as connu. Quelqu'un qui m'a raconté son histoire. Je l'ai cherché. Et aujourd'hui, il est ma référence. Il est multimilliardaire. Il a commencé par la vente des sous-vêtements. Après, il a créé l'imprimerie. Après, il a créé une école. Aujourd'hui, il a l'école internationale de Rousseau, où on paie la pension à 4 millions. Vous fréquentez pas la diaspora. C'est des grands frères comme ça quand tu regardes. On va dire qu'il n'avait personne. Je connais son histoire parce qu'il n'avait personne. Comme moi, je suis né de familles très pauvres. Nous, on a regardé la télé chez les voisins. Aujourd'hui, on essaie de donner. Aujourd'hui, j'ai la chance, j'ai pu, grâce à ma position d'aîné, aider tous mes petits frères qui sont dans la diaspora, qui gagnent très bien leur vie aujourd'hui. Aujourd'hui, on permet à notre maman de vivre décemment aujourd'hui avec ce qu'on fait pour elle. Mais, nous, on a grandi, on a regardé dans les maisons, on regardait la télé chez les voisins. Les maisons, on faisait le sel dans le trou. Aujourd'hui, je peux dormir dans une chambre climatisée, je peux rouler en ML. Je peux rouler en ML aujourd'hui, je peux rouler en Mercedes aujourd'hui. Mais je dis aux gens, il ne faut pas voir ce que vous voyez aujourd'hui. Je suis la référence, je suis un gars du ghetto. Si les gens doivent savoir on pense que quand on est né dans le ghetto, on ne peut pas s'en sortir, c'est faux. Si tu décides de rester là où tu es né dans le ghetto, c'est ton problème, c'est toi qui décides de rester. Le quartier dans lequel je suis né, je suis l'un des rares à avoir atteint le niveau de directeur dans une multinationale. À l'époque, les gens m'ont accusé d'être homosexuel, n'importe quoi, parce que c'était pas facile qu'un gars qui part du quartier, dans mon quartier, c'est les plus grands faits qui sont arrivés. Je suis né en Balmayo dans le quartier Newton. Ceux qui sont nés avant vont me reconnaître. Ils savent que c'était un quartier difficile.
mais j'ai pu travailler dans les multinationales, j'ai pu faire le tour du monde et autres. Pour dire que c'est possible. L'échec, c'est un essai non concluant. Et Nelson Mandela avait dit que lui n'échoue pas, il apprend. Chaque jour, quand j'échoue, il y a des projets de clients que j'ai loupés. Quand je loupe, je dis, qu'est-ce que j'ai échoué? J'ai échoué où ici? C'est pour ça, j'ai pas hésité. Je vais trouver ceux qui sont plus forts que moi. J'étais au Mali chez Amadou Sidibé, qui est le premier Africain qui a fait une serre d'un hectare entièrement automatisée. J'ai appris. J'étais dernièrement en Espagne. Ça m'a coûté ce séjour pratiquement 3 000 €. Je suis allé vers les meilleurs de la fraise. J'ai appris. Je continue toujours à apprendre. Donc, quand on parle de choses qui n'ont pas marché, c'est plus pour encourager les gens à comprendre qu'on échoue, qu'il n'y a pas que le succès. À comprendre comment on fait quand on échoue. Ce n'est pas dans le but de décourager les gens. Oui. Et pour les rassurer, il faut donc qu'on parle des choses qui ont marché. Qui ont marché, oui. Voilà, donc là, on va parler des chiffres. Parce que quand tu dis ça n'a pas marché, et on se dit que bon, pourquoi est-ce que je présente quelqu'un qui est endetté et je le présente comme... Mais il faut dire la vérité aux gens. Parce que derrière les succès, les gens regardent tout le succès, on ne voit pas le côté. Il y a toujours moi, quand je prends mon temps pour parler aux gens, je dis la vérité. Ça ne sert à rien de venir dire aux gens, comme tu dis, ta chaîne, c'est réalité Afro-Business. Il faut dire la vérité aux gens. Si vous connaissez un homme d'affaires qui n'a jamais échoué, donnez-moi son nom. C'est impossible. Tous les aînés, je travaille avec M. Mouchet de Tampico, que tout le monde connaît, qui est multimilliardaire aussi, c'est un ancien directeur commercial. Quand il vous raconte ces échecs, vous ne pouvez pas croire. Je ne connais pas un homme d'affaires que je suis allé les rencontrer pour comprendre, qui n'a pas échoué. Mais le problème, c'est que généralement, on voit seulement quand ça a marché, mais on ne voit pas l'échec qu'il y a eu derrière. C'est très important de parler de ce qui n'a pas marché. C'est très important de parler de comment tu as su réagir face à tes échecs. Je t'avoue que moi-même, j'étais assez bluffé de la simplicité avec laquelle tu prends les choses et aussi de la haine que tu as d'aller chercher la solution. Bien sûr. Ouais, maintenant, pour parler de ce qui a marché, pour parler de tes entreprises en général, combien est-ce que tu gagnes? Est-ce que tu peux dire qu'aujourd'hui, tu gagnes plus que ce que tu gagnais quand tu étais salarié? Non. Ça, il faut dire la vérité. Ouais. Et quand je démissionnais, je dis toujours à mes anciens collègues, j'avais prévu atteindre mon ancien niveau de salaire en 4 ans. Ouais. Mais j'avais prévu atteindre mon niveau de salaire en 4 ans. Parce que il y a une différence entre celui qui démissionne en se faisant accompagner. Si aujourd'hui quelqu'un vient me voir pour me dire je vais démissionner, je peux l'accompagner de telle façon que le jour où il démissionne, il gagne son salaire. Donc, moi, quand j'ai démissionné, je me suis lancé, il n'y avait pas d'accompagnement. Aujourd'hui, il y a un programme que je vais lancer l'année prochaine, en 2023, c'est-à-dire accompagner les gens pour que lorsqu'ils quittent son salaire, ils ne viennent pas, ils souffrent comme moi avant de remonter. Je vais lui dire, aujourd'hui, si quelqu'un me demande aujourd'hui, si je veux, écoute, je gagne tel niveau de salaire, je voudrais démissionner dans 3 ans. Et dans 3 ans, je voudrais pouvoir gagner. Je ne veux pas qu'il y ait des ruptures dans mes revenus. Je vais lui dire, OK, ça veut dire que si tu veux démissionner dans 3 ans, je vais essayer de calculer ce qu'il peut investir. Et je peux lui dire que non. Avec ce que tu peux mettre de côté pour tes projets, tu ne peux pas démissionner dans 3 ans, tu peux démissionner dans 5 ans. Ou bien tu augmentes le capital que tu vas vouloir mettre pour démissionner. Et je vais l'aider à préparer sa démission. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses aujourd'hui que je peux conseiller à quelqu'un. Quand j'ai commencé l'agriculture, par exemple, j'ai investi dans la palmeraie. J'ai 17 hectares de palmeraie avec mon père, Souza. C'était une erreur. Aujourd'hui, je ne peux pas conseiller à quelqu'un de faire la palmeraie. 17 hectares de palmeraie, certes, ça me donne un peu de sous. Mais vous imaginez si j'avais fait 17 hectares de piment, 17 hectares de plantain. En combien de temps est-ce qu'on va avoir les palmeraie? Voilà, vous mettez la palmeraie, vous faites 4 ans. Avant que ça commence à donner des trucs. Et puis ça vous donne même des trucs. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, si je vais accompagner quelqu'un, il ne fera pas les mêmes erreurs que moi. Aujourd'hui, mes entreprises me permettent quand même d'équilibrer. Je peux toujours me permettre de payer un billet d'avion et aller à l'étranger 2 ou 3 fois par an, comme je faisais. Bon, maintenant, je suis obligé de voyager en classe économique. Alors qu'avant, je ne voyageais pas en classe économique. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Ouais. Aujourd'hui, je mets le carburant comme tout le monde de 5 000, 10 000. Donc, j'ai baissé mon rythme de vie. Aujourd'hui, je transforme le crédit comme on fait. Si il y a des trucs là où tu tapes le crédit 2 000, ça vous donne 10 000. Ce que je ne connaissais pas. C'est eux qui m'ont appris, mes collaborateurs qui m'ont appris. Parce qu'à l'époque, j'avais 300 000 francs de crédit par mois. Donc, je ne savais pas comment on fait pour multiplier le crédit. Quand j'allais à la station, j'avais la carte de l'entreprise, je mettais le carburant plein. Aujourd'hui, je mets le carburant comme tout le monde, 10 000. Et parfois, c'est chaud. Mais aujourd'hui, par exemple, les entreprises comme la ferme de Carrefour, on fait un chiffre d'affaires de 100 millions par an. 100 millions par an? Oui.
Et cette année, on va me faire plus. On fait quand même 100 millions de chiffre d'affaires par an. Dans la construction de nos ventes, on fait quand même 100 millions de chiffre d'affaires. On est à pratiquement 170 000, 180 000 euros par an. Bon, oui, voilà. On fait quand même 100 millions de chiffre d'affaires par an. Les ventes de bâtons de manioc, nous l'avons lancé en fin d'année dernière. Nous pouvons aujourd'hui dire que nous envoyons environ chaque 2 mois au minimum 2000 bâtons de manioc en France. Juste en France. Juste en France. Là, nous avons des clients qui sont en train de travailler pour commencer à envoyer en Italie. Là, je vois, je vais en Europe, là, je crois, dès que je finis de lancer le piment, là, je vais en Europe, là, d'ici 2 ou 3 mois. On va commencer à envoyer les bâtons de manioc en Italie, on va commencer à envoyer les bâtons de manioc en Belgique et autres. Là, on va encore mieux organiser. Donc, l'objectif pour moi, c'est d'arriver à pouvoir envoyer 5000 bâtons de manioc par mois. Ça, je sais que si je fais 5000 bâtons de manioc par mois, le bâton de manioc seul, après avoir retiré toutes les charges, m'assurera peut-être un revenu d'environ 500 000 francs par mois. Et tu as besoin de combien de personnes à main d'œuvre pour les bâtons? Bon, les bâtons de manioc, comme je l'ai dit, je produis dans le village de mon ami, à Mbélé, où il y a l'association des mamans. C'est elles qui produisent et elles nous renvoient ça ici à Douala. Et pourquoi je suis allé faire à Mbélé? Parce qu'elles font le meilleur bâton de manioc de la terre pour moi. Donc, elles envoient ici à Douala et maintenant, nous, on met ça sous vide. On met ça sous vide maintenant et on expédie. Donc, on peut dire que sur la chaîne, ça passe dans les mains d'au moins 10 personnes. Mais qui ne sont pas salariés, qui sont payés à la tâche. Donc, quand on ne produit pas le bâton, ces mamans-là, je ne leur dois rien. Mais quand je sais déjà là que lorsqu'on produit 1000 bâtons de manioc, la main d'œuvre, c'est temps, je paye. On produit, on m'envoie. Mais le matériel de production m'appartient. Voilà. Bon, maintenant, pour le piment, c'est un produit que nous sommes en train de mettre sur le marché. Oui, ça, c'est un premier sur le marché. Et pour l'entreprise de piment, il faut le dire, le piment, c'est avec l'entreprise de 230 Food Processing, j'ai corrigé beaucoup d'erreurs que j'ai fait en investissement. Vous savez, quand on décide de s'investir, parfois, on a d'abord un certain égoïsme. La ferme de Carrefour, j'ai créé sur fonds propres. Aujourd'hui, je ne peux plus conseiller quelqu'un de créer une entreprise seule sur fonds propres. C'est une erreur. Il faut s'associer avec des gens. Quand on s'associe avec des gens, on est plus fort et on mutualise. Si je vous dis que dans 200, si je te dis que dans 200 je ne suis pas l'actionnaire majoritaire. Lorsque j'ai décidé de lancer 200 Food Processing, j'avais besoin d'un capital de 50 millions pour lancer cette cuisine. C'est mon idée, c'est mon projet. J'ai monté un business plan où j'ai dit personne ne doit avoir plus de 20% des actions. Parce que qu'est-ce que les gens font souvent? Même quand ils décident de partager, créer une entreprise, il a 60% des actions seul, il vous ouvre 40%. De façon qu'il vient vous dire que j'ai décidé que non. Est-ce que tu sais que le PCA de 200 Food Processing, c'est pas moi? C'est un gars de la diaspora, Landing Kankam. Donc, si demain j'essaie de gérer mal l'entreprise, il peut me virer. Je ne suis que le directeur général. Je suis administrateur directeur général. Si je te dis que j'ai au trop, je crois peut-être 20% d'actions. Beaucoup d'amis m'ont dit, comment tu peux créer ton entreprise si tu n'es pas actionnaire majoritaire? Je lui ai dit que, mais pourquoi est-ce que je dois être actionnaire? Pourquoi je vais être actionnaire majoritaire? Et ça, c'est ce que j'ai appris avec mon patron américain. Il m'avait dit, il vaut mieux avoir 30% dans une entreprise qui vaut 1 milliard que d'avoir 60% dans une entreprise qui vaut 10 millions. Pour lever les 50 millions, je n'ai pas eu besoin de 2 mois. On a lancé dans l'entreprise. Or, si je devais le faire sur fonds propres, ça allait me prendre du temps. J'allais prendre un crédit et autres. Nous sommes 14 actionnaires. Sur les 14 actionnaires, il n'y a que 5 gars qui vivent au Cameroun. Les 11 gars vivent dans la diaspora. France, Allemagne et autres. On a un conseil d'administration. Nous sommes 5 au conseil d'administration. Le président du conseil d'administration vit en Europe. Le vice-président, c'est une dame, elle vit au Cameroun. Madame Yolande Nankem, qui fait les jus à Pont. Je profite pour lui faire une petite publicité. Elle aussi, si tu as le temps, tu la rencontres pas. C'est quelqu'un aussi qui a démissionné pour se lancer dans l'usine de production des jus naturels. Et puis, il y a 3 autres membres du conseil d'administration qui sont dans la diaspora. On fait des réunions de conseil en ligne. Il y a l'Assemblée générale des actionnaires, où il y a la diaspora et le Cameroun. Donc, on a lancé cette entreprise ensemble. J'ai l'obligation de communiquer sur notre forum pour leur dire ce que je fais et tout ça. Ils sont au parfum de ce que l'entreprise fonctionne. Donc, cette association s'est mise ensemble. Ça permet d'avancer. Ça, c'est une des choses, si je peux donner un conseil aux gens. Ne faites pas les erreurs que moi j'ai fait dans le passé. Quand vous mutualisez les forces avec les gens, ça vous permet de mutualiser aussi les pertes. Ouais, j'ai mis sur les 50 millions, je suis sûr que j'ai mis peut-être 5 ou 6 millions maximum. Les autres ont apporté 44 millions. Aujourd'hui, 20% du chiffre d'affaires, du moins du bénéfice, ça dépasse largement justement ce que tu aurais pu avoir avec 5 ou 6 millions. Voilà. Donc, ça permet aujourd'hui,
On est en train de se lancer sur le marché. Les perspectives sont très bonnes. Les gens sont en train de demander notre produit. Chez moi au Cameroun, même à la diaspora, les gens demandent. Donc, je suis certain que d'ici le début de l'année, en fonction de comment le marché va réagir, on risque d'être obligé de renflouer le capital. Tu vois, si j'avais été seul, et que si demain, imagine qu'on a sur le marché, boum, comme on l'espère là, et qu'il faut augmenter les effectifs autres là, si j'avais été seul, je ne peux pas m'en sortir. Parce que les gens, on a un de ces défauts au Cameroun, on veut être un peu égoïste, on veut créer son entreprise seul. Ça, c'est aussi la cause des juges. Il y a des gens qui m'ont demandé, mais comment tu peux être en entreprise et tu n'es pas actionnaire majoritaire? Que si les gars te chassent demain? Je dis, mais je reste actionnaire. Le nom ne va jamais changer. Le nom, c'est le label. Je dis que, est-ce que tu sais que Apple, à un moment, on a chassé le patron, on avait chassé, comment on appelle, Steve Jobs. À un moment, on l'avait mis de côté. Mais comme c'est lui qui avait la vision, à un moment, il est obligé de revenir. Donc, j'ai pas besoin d'être l'actionnaire majoritaire. J'ai pas besoin d'être l'actionnaire majoritaire de mon entreprise. J'ai besoin d'encourager les gars de la diaspora qui ont mis leurs épargnes dans mon entreprise à revenir. Et ensemble, on a la vision de faire de 200 ans ce foot aussi l'une des plus grosses entreprises industrielles agroalimentaires du Cameroun. On est 14. Donc, imagine si on décide l'année prochaine de porter notre capital à 100 millions. Ce sera facile à le faire. Ou à 200 millions. On va faire 200 millions divisé par 14 personnes. Ou on peut décider de dire que, OK, on va ouvrir le capital à d'autres personnes. Et je peux te dire, je t'appelle Elie Douglas, tu connais mon entreprise? Ah non, on a ouvert le capital. Est-ce que tu es intéressé? Tu peux dire que, gars, je viens mettre mes 5 millions. On sera plus grand et plus fort. En ayant les actionnaires de partout, chacun des actionnaires est l'ambassadeur du produit dans sa ville en Europe. Alors, imagine si j'avais créé l'entreprise seule. J'allais avoir les difficultés à m'installer à Pavia. À Pavia, j'ai des actionnaires. Landry est installé à Paris. On a Arsène qui est installé au Canada, qui prospecte déjà pour que le produit se distribue au Canada. On a, je regarde là tout de suite pendant qu'on parle, on a Nel qui est installé en Angleterre. C'est l'ambassadeur du produit en Angleterre. On a Paulin qui est installé en Allemagne, à Berlin. Tu vois, dès que le produit va se lancer, directement on va se retrouver dans au moins 10 villes en Europe. C'est comme ça que les grosses entreprises se créent. C'est comme ça que les multinationales. Donc, chacun d'eux a l'obligation d'aller dans les entreprises à faux shop, présenter le piment de Carrefour. Je lui envoie, il dépose là-bas. Donc, tu vois qu'on va entrer sur le marché avec dépenses zéro. Parce que les actionnaires sont éparpillés dans le monde. Or, si j'avais été seul, il va falloir que je prenne le billet d'avion. C'est vrai que je vais toujours aller prospecter parce que c'est mon boulot. Eux, ils vont négocier et moi, je viens discuter, conclure. Tu vois qu'en très peu de temps, le piment de Carrefour va se retrouver dans au moins 10 pays européens. Parce que pourquoi? Parce qu'on a ouvert le capital. On n'a pas été égoïste. Donc, ça, c'est une expérience que si quelqu'un me dit, je vais me lancer dans 3 ans, je lui dis, crée une entreprise, ne cherche pas à être le propriétaire seul. Ça n'a aucun intérêt. Mon ancien patron de Prudential Beneficial, il a ouvert le capital à une grosse multinationale anglaise qu'on appelle Prudential. Le chiffre d'affaires est passé de 3 milliards à 10 milliards. Parce que Prudential lui a apporté la maturité, la notoriété et tout le reste. Beaucoup de gens ont dit qu'il est bête. Combien il peut rester 40% dans son entreprise? Mais aujourd'hui, vous voyez. Donc, c'est un peu ça qui nous tue, les Africains. C'est qu'on veut rester seul. Donc, tu vois, chaque jour, je corrige les expériences. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu penses de la diaspora en général? Comment est-ce que tu vois la diaspora aujourd'hui? La diaspora dans un pays comme le Cameroun est très importante. Je suis déçu de voir que dans notre pays, on ne met pas... Quand un Chinois vient acheter le terrain ici, on lui donne tous les avantages. Mais quand un gars de la diaspora du Cameroun vient s'installer ici, on ne l'encourage pas. C'est qu'il y a une grosse erreur. J'ai fréquenté beaucoup. Tu sais, comme je t'ai dit, quand j'étais dans la multinationale, je faisais comme tout gars qui a un peu. Toutes mes vacances, je partais à l'étranger. J'ai rencontré beaucoup de gars de la diaspora qui ont envie de venir investir dans le pays. Mais il leur manque 2 choses. L'encouragement du gouvernement. Et nous qui sommes restés. Parce qu'on connaît beaucoup de gars de la diaspora qui ont voulu faire des business avec les gars au Cameroun, les escroquer. Et c'est ça qui ralentit beaucoup de gars de la diaspora. Nous qui sommes restés au pays, on doit essayer d'être un peu honnête avec les gars. Parce qu'on se comporte souvent comme si vous qui êtes dans la diaspora, l'argent vous les ramasser en route. Mais on ne sait pas que vous bossez même plus dur que nous pour avoir cet argent. La diaspora est
un atout pour le développement d'un pays. Et je vais dire aux gars de la diaspora, je connais beaucoup d'entre vous, vous avez échoué dans des projets au Cameroun. Certains même avec moi. Mais je leur dis de ne pas se décourager. Je dis toujours quand quelqu'un de la diaspora, un gars de la diaspora ne doit pas faire 2 ans sans venir dans son pays. Ne venez pas pour... Je sais que généralement, les gars de la diaspora sont fatigués, ils disent que non, pour venir au Cameroun, il faut que je commence à préparer les parfums, les cadeaux. Arrêtez de vouloir faire croire aux gens que c'est facile en Europe. J'ai aimé, Douglas, j'ai aimé, pourquoi est-ce que j'ai accepté le sort de gars? J'ai aimé sa présentation à l'université où on s'est retrouvés. Il a dit, moi, je ne suis pas un benguiste. Je ne suis pas le genre de benguiste qui vient faroter, claquer. Et je suis sûr, c'est ça que vous cherchez. Attendez, ça, ils vont venir en décembre. Ceux qui vont venir sont dans les snaps président et autres. C'est ce genre de benguistes-là, ils ont la peine à venir parce qu'ils pensent qu'il faut multiplier le non. Il y a encore tout à refaire au pays. Surtout dans le domaine de l'agriculture. Je te prends un exemple. Tu connais le marché de fleurs de Douala. Est-ce que tu sais que toutes les fleurs que tu vois au marché de Douala sont importées? Ça vient du Kenya. Les fleurs que tu vois, les roses que tu vois vendues au marché de fleurs. Chaque semaine, il y a un avion qui atterrit à l'aéroport de Douala pour verser 5000 roses sur le marché camerounais. Même les fleurs. Oui, même les fleurs. Beaucoup de gens, tu vas te dire que mais on cultive les roses partout. Non, les roses que tu vois bien faites là où il n'y a pas de taches. Il y a des Camerounais qui cultivent les roses en bordure de route et autres là. Mais les roses, parfois, c'est attaqué, c'est percé, c'est fané, autres là. Les roses que tu vois dans les cérémonies, les beaux mariages que tu vois avec des fleurs, beaux jeux là, ces fleurs sont importées. C'est les fleurs qu'on cultive sous serre au Kenya. Pourquoi un gars de la diaspora? Tu vas me dire que pourquoi je ne fais pas? Je vais te dire que je ne peux pas tout faire. J'ai décidé d'être le roi de la fraise et du piment. J'aimerais qu'un gars de la diaspora vienne me dire qu'Emmanuel, faisons les roses ensemble pour que les roses ne viennent plus du Kenya. Voilà un business plan. On dit ensemble. Il vient, je lui dis qu'allons au Kenya ensemble. On part, il regarde de ses yeux. Voilà un business. 5000 roses au Cameroun. On vend une tige de roses en gros à 750. Et le gars revend au détail à 2000. 5000 roses fois 750 prix de gros. Ça fait un chiffre d'affaires par semaine de 3 750 000. Admettons même que c'est seulement 1 million. Le chiffre d'affaires par semaine. Est-ce que c'est petit? Disons qu'on ne va pas chasser les gars là d'un trait. Un gars vient monter une petite serre pour livrer seulement les roses d'1 million la semaine. Est-ce que c'est petit? Donc, du coup, pour revenir sur les gars de la diaspora, c'est pour dire aussi, de leur côté, ils doivent aussi s'attirer. Oui. Il faut venir au Cameroun chaque fois. C'est en venant au Cameroun que tu vois les réalités, les ouvertures et tout ça là. Que tu vis les réalités. On est allé tout à l'heure, tu as visité mon usine. Tu as regardé, tu vois comment on fait, tout ça là. On commence petit. La diaspora camerounaise a encore sa place ici. Tout est déjà fait. Je suis bien passé parce que je visite l'Europe régulièrement. Tout est déjà fait en Europe. La diaspora camerounaise ne peut plus rien créer en Europe. En dehors d'acheter des appartements et mettre en location. Il y a les taxes. On a encore l'avantage ici. Man. Il n'y a pas encore les taxes au champ. Quand je récolte mes trucs au champ là-bas, il n'y a pas encore les taxes. Je t'ai présenté M. Kamga, qui gère le côté fiscal de mes entreprises. On crée une entreprise en moins de rien ici. Exact. C'est vrai qu'on va dire que la pression fiscale est forte ici, mais ce n'est pas encore si forte que ça par rapport à l'Europe. Et c'est même fort pour qu'on puisse respecter ces oui. Non, c'est pas fort pour dire il faut payer, Ouais. Non, moi, j'ai dit à la diaspora, ils ont encore... Mettez-vous ensemble. Ce que tu sais, gars à la diaspora, chacun veut venir faire son truc seul. Alors qu'il peut se réunir avec quelques gars à la diaspora, il prend quelques gars au Cameroun. Pas toujours moi, prend quelques gars au Cameroun, ils lancent leur projet ensemble. Il y a aussi un autre point qui me revient maintenant à l'esprit, c'est aussi la jalousie, il faut le dire. Il y a aussi souvent ce manque de compréhension là, entre les gars du pays et les gars de la diaspora. Par exemple, tu peux vouloir lancer ton projet. Par exemple, tu es dans la diaspora, tu veux lancer ton projet, tu as un gars du pays qui va suivre, qui s'y connaît. Mais peut-être derrière, il ne connaît pas très bien ce que tu pèses. Il ne connaît pas peut-être que voilà, tu t'es sacrifié. Tu as pris un crédit même. Tu as même pris un crédit qui t'empêche même de rentrer en Afrique, vivre ta meilleure vie. Parce qu'à cause du crédit, tu es bloqué là-bas. Mais à cause de ça, lui, il voit que il ne savait pas que tu pouvais avoir 10 millions. En 2 jours, tu pouvais 10 millions. Et donc, les gars sont tellement souvent petits d'esprit, ils s'accrochent sur le fait que tu as eu 10 millions vite, vite. Et lui ne va jamais, dans sa tête, il ne va jamais avoir 2 millions. Ça crée justement un gap et c'est comme ça que le gars commence à faire bizarre, en fait. Donc, c'est aussi souvent ça le problème. Il y a aussi plusieurs personnes qui m'ont dit de commencer un projet avec quelqu'un.
Parce qu'il y a des gars bons ici, hein. Il y a des bons techniciens ici. Je parle d'un gars qui voulait faire les projets de plaques solaires, l'énergie solaire. Il a commencé ici avec quelqu'un. Mais le gars était doué, un gars de la FGI. Il était doué et après, subitement, il commence à faire bizarre. Quand on commence à entrer dans l'investissement, il faut acheter le matériel en Chine. Le gars commence à ne plus être bon. Après, on a compris que non, la jalousie, même aussi, il y en a. Et si je peux te donner un autre conseil aux gars de la diaspora, il faut dire la réalité. Quand vous voulez travailler avec quelqu'un au Cameroun, évitez, j'ai rien contre les amis, hein, évitez de prendre un ami, un membre de votre famille. Parce que tu vas prendre ton ami, en temps, il t'avait posé un problème de 100 000. Tu vas dire que, gars, c'est chaud. Après, tu viens investir 10 millions. Il va dire que, donc, mon gars, mon pote, s'il s'en sort. De tous les gens qui ont investi là, il n'y a personne qui est mon ami. Ouais. Ils sont les amis de mon petit frère, de mes petits frères. Donc, par rapport à mes petits frères, je dois faire attention. Si je fais mal, mes petits frères auront des problèmes avec leurs amis. Il y a Landry qui a pris sur lui d'amener ses amis expatriés investir. Seulement pour ça, il doit faire attention. Tu vois un peu. Landry, je ne le connaissais pas avant. J'ai connu Landry sur les réseaux sociaux. Après, nos relations se sont affinées. Mais si tu viens, si mon ami d'enfance va regarder cette vidéo, il va apprendre que Emmanuel a lancé une entreprise, une grosse entreprise. Il va se dire, je lui ai posé un problème de 20 000 à des fois, il m'a dit qu'il n'avait pas d'argent. Mais il crée une entreprise. Pour eux, ils ne savent pas que derrière l'entreprise qu'ils voient là, il y a 14 actionnaires. Donc, première chose, évitez un peu de travailler. Travailler avec quelqu'un que vous pouvez mettre en prison. Tu vois, si là, maintenant, là, les gens, si les Landais et autres là, s'ils gèrent mal leur argent, ils n'auront pas de scrupules de les mettre en prison. Ils viennent me porter plainte, même quand on dit que le Cameroun est un pays corrompu, hein, ils mettent les moyens, ils vont m'envoyer en prison. Mais si c'est ton ami, j'ai ouvert une brocante. J'ai mis mon cousin, il a mangé. J'ai mis ma tante, elle a mangé. J'ai fait quoi? Je ne peux pas envoyer ma tante en prison. C'est zéro que moi j'ai fait. Moi j'ai commencé à importer les pneus d'occasion. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai aussi échoué là-bas. Mais c'est un gars de la diaspora maintenant qui m'a frappé. Voilà. Parce que de toute façon, on croit souvent que ce n'est qu'à les gars du Cameroun qui frappent. On m'a présenté un grand frère qui vivait en Allemagne. Je ne vais pas citer son nom parce que je ne suis pas là pour lui faire des problèmes. J'ai oublié ça là. J'ai perdu beaucoup d'argent. Mon petit la connaît. J'ai perdu en un soir pratiquement 20 millions. Alors, on décide de faire les pneus d'occasion. On se rend compte qu'il y a de l'argent dedans. Je ne peux pas être en Allemagne et si on me dit les meilleurs pays sont en Allemagne. Un de mes grands frères avec qui je travaillais me présente son ami qui vit en Allemagne. Je vais en Allemagne, je rencontre, je trouve que c'est un grand qui est sympa et autres. On décide de créer une entreprise avec 30 millions de capital. Moi, j'ai mis 20 millions. Moi, j'ai mis 25 millions. Mon gars avec qui est au Cameroun va à la banque, que tu comprennes. Parce qu'on pense qu'il y a des gars du Cameroun qui font il va à la banque, il prend un crédit de 6 millions. Il met dans le projet. Le grand frère qui est en Allemagne n'a mis que 3 millions. Je vais en Allemagne avec lui, on loue une base, on met le conteneur au-delà. C'est lui qui achète les pneus avant de nous envoyer. Quand il a envoyé les pneus ici, on se rendait toujours compte que nos coûts étaient toujours un peu plus élevés, on était toujours plus chers. Après, je me dis, mais grand, on n'arrive pas à bien vendre ici parce qu'on dit que tout le monde dit que nous sommes chers. On dit que un pneu c'est 1,50 €, 1,50 €. Mais nous, nos pneus sont toujours à 2 €. Il dit comment? Il me dit que non, c'est cher, machin. Il dit que, mais... Après, moi, je me rends compte que on a continué à avancer. Quand on vendait un conteneur, on s'en sortait. Nos marges étaient là. Mais c'était toujours mince. Tous les gars qui vendaient moi me disaient que mes grossiers me disaient que non. Tes pneus sont chers. Oh, le grand là, en fait, quand il a acheté les pneus, il a ajouté toujours 0,50, il s'est facturé. Après un jour, on a un accident, le conteneur tombe ici. On avait mis le ML d'un gars à l'intérieur. Ça tombe. Le soir là, on a un gros coup. Tu vois, quand tu fais venir les pneus, tu fais le groupage avec d'autres personnes. Ça tombe, ce soir-là, on fait pratiquement 20 millions. Parce que la ML du gars s'écrase, ça écrase la voiture d'une de mes voisines que je rachète pour lui. On paie 20 millions ce soir. Pendant que, mais on réussit quand même à avoir un peu, on sort un peu d'argent dans ce qu'on a eu là. On réussit quand même à vendre le peu. Donc, on sort 20 millions et j'étais allé acheter l'argent dans une tontine des amis à qui je dois l'argent jusqu'aujourd'hui. 7 millions pour dédouaner. Mes amis là savaient que quand on va dédouaner, je vais les rembourser rapidement en un mois, avec un intérêt de 10% par mois. Le conteneur tombe. Perte de 20 millions sèches en un soir. En même temps, j'avais envoyé l'argent au grand là
pour acheter d'autres pneus. Je lui dis que pardon. Charge les pneus là que tu as fait le groupage avec lequel tu charges les pneus là, tu envoies pour que je vende pour rembourser au moins les 7 millions que j'ai pris dans la réunion parce que ça fait 10% par mois. Il me dit que non, il faut à tout prix qu'on fasse un compteur de 40 pieds. Or, je ne savais pas qu'en temps, le gars là avait ouvert son propre truc ici à Bonamoussadi. En fait, parfois quand on l'envoyait pour acheter des trucs, il faisait traîner parce qu'il chargeait d'abord sa part lui-même. Il envoie au Cameroun, il vendait, c'est après qu'il rechargeait pour nous. Chaque fois qu'on disait là que mais les autres, on peut réussir à faire un conteneur par mois, il disait que non, on manque, ça prend du temps. Mais c'est qu'en fait, j'avais acheté une fourgonnette en Europe pour transporter nos choses. Il utilisait pour transporter nos choses, il a créé sa part avec notre argent. Je me retrouve dans des problèmes où je dois rembourser 700 000 d'intérêts par mois à la réunion de mes amis. Le grand la traîne. Il traîne. Il dit qu'il faut à tout prix qu'on charge un 40 pieds. Je dis que non. Quand je charge un 20 pieds, on paie. Mais en fait, c'est parce qu'il avait envoyé le conteneur au pays. Et ça traînait à sortir pour qu'il charge pour nous. Et après, il vient au Cameroun en cachette. Il ne nous dit pas. On découvre. Vraiment, son ami qui découvre. Parce que quelqu'un le voit pour dire que maître est ici. Il dit que comment? Je dis qu'il est vieux. Il dit que non, comment? Il est dans sa boutique avec Carrefour Eurojos. Je dis que sa boutique. Il dit que tu ne sais pas qu'il fait dans les conteneurs. Il dit que quoi? Il dit de pneus et autres. Son ami n'avait pas encore remboursé tous ses crédits à la banque. Quand on découvre ça, je pique une collègue, je dis que je ne travaille plus avec lui. La confiance est rompue. Je lui demande de me renvoyer tous mes trucs. Il ne m'a pas envoyé tout ça jusqu'aujourd'hui. Mais comment on dit que dans la vie, il y a le karma? Ce qui nous a fait ne l'a pas aidé. Parce que tu peux échouer. Tu sais, les gens pensent que tu peux prendre la main. Tu peux échouer avec quelqu'un dans un projet où honnêtement, c'était un échec. Que tu n'as pas mangé son argent. Mais si c'est que tu as escroqué la personne et que la personne a pris un crédit pour faire son truc et que chaque fois quand il paye ça, il fait sa prière, tu vas payer ça. Je ne dis pas que c'est ce que je veux dire, mais après il a chopé une maladie où il a failli mourir. Il a tout perdu et on l'a aussi escroqué. La personne à qui il a confié la boutique au Cameroun, quand la personne a su qu'il nous avait escroqué, la personne lui aussi a rendu. Et je crois qu'il a piqué une crise, il a chopé une maladie. Dernièrement, je l'ai vu au Cameroun, j'avais pitié de lui. Mais comme j'ai encore un bon cœur, je lui ai encore donné 20 000, malheureusement. Il est tellement malade que machin. Donc, tu as dans cette entreprise affermée où j'ai remboursé la dette de mes amis. Je dis, je dois encore 600 000. Heureusement, mes amis, c'était mes amis. Ils ont arrêté de m'appliquer les pénalités. Ils m'ont dit, rembourse au principal. Je rembourse un peu. Là, il reste peut-être 600 000. Mon grand, là, son crédit à la banque, il a dû rembourser. C'était son ami, hein. Il appelait son ami intime. Donc, tu vois qu'on ne frappe pas seulement du côté du Cameroun. Même les gars à la diaspora frappent les gens. Le grand, là, il va regarder la vidéo, là. Je ne vais pas citer son nom, mais il va se reconnaître. Parce que s'il voit mon nom dans une vidéo, il va se reconnaître. Les gars à la diaspora, il ne faut pas qu'ils commencent à dire. Ils vont te dire que oh, l'environnement politique, machin. Je suis d'accord que, vraiment, je dis aux gens, quand j'emballe mon bâton de manioc, Paul Biya ne m'empêche pas d'emballer mon bâton de manioc. Je ne dis pas que je ne suis pas dans le RDPC, je ne fais pas la politique. Je ne suis ni du RDPC, ni du RMS. Moi, je suis dans le parti politique du développement. Les gens qui veulent développer le Cameroun, ils viennent, on va travailler ensemble. J'aurais aimé qu'on m'arrange les routes qui vont à l'ouest. Pour quand je parte à l'ouest pour visiter mes champs, que ce n'est pas de problème. J'aurais aimé qu'on m'arrange les routes qui me permettent de sortir plus facilement. Mais ce n'est pas pour autant que tu ne vas pas investir. Oui, ce n'est pas un frein. Oui. Donc, parce que certains vont te dire que non, l'environnement politique, si vous attendez l'environnement politique, vous allez bien attendre longtemps. Donc, Emmanuel, oui. Là, on a parlé des gens de la diaspora. Tu nous as donné, d'après toi, quelques astuces, du moins quelques points à savoir déjà pour pouvoir réussir ses entreprises et son business en Afrique pour les gens de la diaspora. Mais j'ai oublié quelque chose sur la diaspora. Les gars de la diaspora, venez acheter les terrains au Cameroun. La prochaine guerre, ce sera la guerre des terres. Les Chinois sont en train d'acheter des terres ici. Même si vous avez le projet pour 2050, venez. Il y a les endroits où on vend 1 hectare de terrain à 300 000 à 400 000. Et comme vous avez peur de vous faire escroquer, il y a mon petit frère Loïc Kamwa. Il aide les gens à acheter des terrains au Cameroun de la diaspora. Il y en a plusieurs. Il y a Edgar Nola, que je connais très bien, qui aussi aide les gens à acheter les terrains au Cameroun. Tapez son nom, vous allez voir. Je ne sais pas comment s'appelle le nom de son truc. Ils sont nombreux. Moi, je ne fais pas dans ça. Il y a même, mais je peux vous conseiller des gens qui peuvent vous aider à acheter des terrains. Les gars à la diaspora, premier des choses,
venez acheter les terrains, vous gardez. Parce que les Chinois et autres, ils sont en train d'acheter notre pays. Nous allons être combien de milliards? Il va falloir nourrir ce monde. Venez d'abord, achetez d'abord les terrains. Vous mettez, vous laissez mon gens, vous donnez aux gens pour qu'ils cultivent. Mais achetez, vous faites des papiers, vous gardez. Ça, c'est une chose. Venez acheter les terrains au Cameroun. Faites les hectares, vous gardez. Et ce qui est bien au Cameroun, le terrain ne pourrit pas, ça prend de la valeur. J'ai un terrain que j'ai acheté il y a 15 ans à 1500. À l'époque, on me disait que, tu vois la brousse là, c'est là-bas. Aujourd'hui, ce terrain, c'est Angoma à lundi. Le mètre carré aujourd'hui coûte 20 000. Si je veux le vendre aujourd'hui, ça me coûte 20 000. Donc les gars, voilà, venez d'abord acheter le terrain. Et puis vous avez pensé peut-être projet après. Ouais, donc pour revenir sur les gars du pays, j'ai vu disons, un haut cadre de l'administration, donc quelqu'un qui fait comme toi, quand tu travailles encore, tu ne travailles pas à ton compte, il gagne bien sa vie, mais il réfléchit aussi à se lancer. Comme j'ai dit tout à l'heure, on pense toujours que les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ils viennent tous de l'Occident, ou alors ceux du Cameroun, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais sur le terrain, je pense qu'il y a aussi quand même des gens qui, voilà, ils gagnent bien leur vie, mais ils veulent aussi se lancer. Mais ils ont peur. Quelqu'un m'a dit, par exemple, qu'il avait peur du regard des gens. Il avait peur, mais qu'est-ce qu'on va penser? Comment est-ce que toi tu fais pour quitter des ingénieurs, on te voit, tu es un ingénieur, tu es dans tes bureaux, tranquille, et demain on va te voir au champ. Tu vois, qu'est-ce que les gens vont penser? La pression peut-être de la famille, tu vois, qu'est-ce que tu peux, et parce que tu es le mieux placé pour, voilà, pour donner ton avis parfois, qu'est-ce que tu peux leur conseiller? C'est pourquoi j'ai eu. Parce que depuis que j'ai démissionné, j'ai beaucoup de directeurs dans les assurances, là-bas, qui m'appellent régulièrement. Tu sais pourquoi ils m'appellent régulièrement? C'est pour savoir si je ne regrette pas et si j'ai pas envie de revenir. Et c'est parce qu'ils veulent voir comment j'avance pour sauter aussi. Tu sais, quand tu veux démissionner, si tu veux que ta femme te laisse tranquille, si tu peux te battre pour sauter à la location, ce serait bien. Parce qu'elle va commencer à te dire que si ça échoue, il faut qu'on vous paye le loyer de quelqu'un. Mais quand tu es chez toi avec ta femme, quand tu es chez toi quand même, elle te lâche un peu. Parce que c'est que, machin, si ta femme travaille et qu'elle a un revenu, elle peut dire que, ok, on peut s'adosser dessus. Si elle ne travaille pas, il faut que tu trouves une activité. De façon qu'il aura des jours où tu ne vas même pas 5 francs. Il faut que tu sois capable de rationner, de pouvoir gérer la maison. Tu comprends un peu? Maintenant, si en temps déjà tu avais fait des investissements où tu es déjà bailleur, c'est encore mieux. Tu sais, je vais te dire quelque chose. J'étais quelqu'un qui aimait la belle vie. J'aimais sortir pour aller snack, machin, mais je ne fais plus ça aujourd'hui. Parce que quand tu sors le vendredi soir, samedi, tu es fatigué. Quand tu sors samedi, dimanche, tu es fatigué. Moi, je travaille 7 jours sur 7. Les seules périodes où je peux me donner un peu de repos, c'est quand je suis obligé d'aller à l'ouest, peut-être pour assister quelqu'un, un ami, aller à un mariage ou autre. C'est le prix à payer quand tu veux arriver. Parfois, quand les gens me disent que tu travailles toujours, je dis que allez regarder Dangote. Que Dangote travaille 14 heures par jour. Je suis là, il n'est même pas encore le milliard. Vous dites que tu travailles tout. Allez regarder telle personne. Je donne les exemples des gens qui travaillent. Je dis allez voir mon grand frère Fidel Kenny. Il roule déjà en VX de 100 millions. Moi aussi, j'ai envie d'avoir le VX de 100 millions. Mais lui, il travaille tous les jours. Vous voulez me raconter que je travaille plus que les qui? Donc, tu dois être capable d'oublier certaines choses. J'ai des problèmes avec ma famille. Notre réunion familiale, ça fait 6 mois que je n'ai pas mis pied. Pas parce que j'ai un problème avec la famille, je n'ai pas le temps. Je consacre mon temps à mon projet. Ça fait des problèmes. Le réveillon de famille a été décidé qu'on va faire chez moi parce qu'on dit que c'est au moins, on veut voir leur fils. On a dit qu'on va faire l'arbre de Noël chez moi, samedi. Donc, je suis obligé d'être là. Ma fille m'a dit ce matin, papa, trouve du temps samedi pour moi. C'est pour te dire que tout ça a un prix. Mais je prends le temps d'expliquer à mes enfants. Ma fille, quand j'ai démissionné, j'ai discuté avec ma fille, avec mon fils. Je lui ai dit que maman, est-ce que ça va te poser un problème que ton père ne soit plus directeur et que ton père vende le bâton de manioc? Elle m'a dit, non papa, mais je me rends compte que depuis que tu vends le bâton de manioc, je te vois un peu plus que quand tu étais directeur commercial. Parce que quand tu étais directeur commercial, j'étais toujours parti. Ma fille comptait, je dormais 15 jours par mois maximum à la maison. Aujourd'hui, dans la vie, je dors 20 jours, 25, parfois il y a tout un mois où je passe le temps à la maison. Donc, je vois plus mes enfants qu'avant. Donc, tout ça là, c'est un programme. Il n'existe pas de structure au Cameroun qui accompagne les gens à passer du cap de salarié à entrepreneur. Mais nous, on va se positionner l'année prochaine pour le faire. Parce que nous, on va se positionner parce qu'on a vécu l'expérience. Il faut éviter comme... dernièrement, il y a un monsieur qui m'a accosté.
Il me dit, il me connaissait, bon, on ne se connaissait pas. Il me dit qu'il fait des formations, comment devenir riche. Comment gagner. Je lui ai donné un rendez-vous à mon bureau d'Aqua parce que j'ai des bureaux, je n'ai pas laissé les assurances. J'ai un cabinet de courtage en assurance, donc ça, c'est un bureau pour l'agriculture. Parce qu'en matière d'assurance, c'est interdit de faire autre chose que les assurances dans un bureau. Donc, je ne peux pas être dans un bureau d'assurance où on voit ça. Donc, j'ai mon bureau à Aqua. J'ai donné un rendez-vous à mon bureau à Aqua. Le gars est venu en moto. Je lui ai dit, tu dis que tu formes les gens à devenir riches, non? Il dit, pourquoi toi, tu n'es pas encore riche? Il dit que je t'ai vu venir sur les caméras de mon entreprise, tu es venu en moto. Tu transpires. Je lui ai dit qu'un gars qui veut me former pour devenir riche, il faut qu'il montre, il doit avoir un minimum. Ouais. Il doit être concret. Il doit être concret. Je dis que les choses que vous partez télécharger sur Internet, vous venez dire aux gens là, du concret. Je dis que tu as quelle entreprise? Il a regardé à gauche et à droite. Je lui ai dit que tu as une masse salariale de combien de personnes? Je lui ai dit que tu ne peux pas me former sur l'entrepreneuriat alors que tu ne payes même pas une énergie. Formation. Ce que tu es en train de dire, en gros, dans la première partie, tu parlais des mentalités. Tu vois. Donc, si pour quelqu'un qui est au pays, qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il va falloir déjà changer la mentalité. La mentalité d'aller au deuil, par exemple, tous les week-ends. La mentalité d'assister obligatoirement à tous les anniversaires, les fêtes. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut oui. C'est un sacrifice. Voilà. C'est un sacrifice. Voilà mon collaborateur. Dimanche, on travaillait. On a travaillé dimanche jusqu'à quelle heure? Tu peux répondre. Hein? On a travaillé dimanche jusqu'à 20h. Exact. C'est un jeune. Il a sûrement sa copine. Mais j'ai dû lui expliquer que petit, tu as décidé de qu'on va aller être ensemble. Il faut aussi que moi, le patron, lui, c'est mon collaborateur, il accepte de travailler moi jusqu'au dimanche. Il faut aussi que demain, quand l'entreprise va marcher, que je sois reconnaissant. Parce qu'il sacrifie son temps, le temps il veut être avec sa copine. Tu comprends un peu? Tu peux pas venir me dire que moi, quand je vais dire à quelqu'un que je vais te former dans les programmes de reconversion, je vais te sortir mon ancien bulletin de paye. Je vais te dire que voilà ce que je gagnais. Tu peux vérifier. Tu es en train de parler exactement comme quelqu'un d'autre que j'ai invité sur ma chaîne. Lui, il est un peu dans le génie civil. Donc, il était aussi en train d'encourager les gens qui veulent se lancer, à se faire accompagner. Donc, pour construire, par exemple, comme ça, tu ne peux pas construire la construction de ta maison à quelqu'un qui n'a jamais construit. Oui, qui n'a jamais vu 1 million. Voilà. Donc, tu vas confier 1 million à un... Parce que j'ai vu un gars à la diaspora, il a lancé un projet de 30 millions. Son gars avec qui il travaillait, j'ai rien contre... J'ai l'impression que le gars n'avait jamais touché. Dès que le gars a touché 3 millions, il a disparu. Ouais. Moi, quand je vais dire à quelqu'un que je vais t'accompagner à partir du poste de directeur où tu es pour être dans l'agriculture et gagner ton argent, je veux commencer par te dire, voici mon vécu. Que j'ai gagné soit le même salaire que toi, soit plus que toi. J'ai laissé. Je vais lui dire, allons à ma banque. Je pars à ma banque, je tire l'historique de mes comptes. Pour lui montrer, voilà mes revenus. C'est ça une formation qui coûtera cher. Parce que je vais être obligé d'exposer ma vie et d'accompagner vraiment ces gens-là. C'est une formation qui coûtera cher. Tu ne vas pas dire à un gars à la diaspora, je vais mettre 30 millions dans mon entreprise. Alors que toi, tu vas jamais toucher 5 millions. Mais le gars a peur. Il faut être réaliste. Il faut pas même pour lever les fonds. Si je te montre le document dans lequel j'ai levé mes fonds, j'ai cité mes biens. Parce que tu n'as pas vu dire au gars que je viens de lever 50 millions. Là, tu dis que on va lever 50 millions, s'il va aller. Non. J'ai cité mes biens. Dans le document, je vais te donner une copie si tu veux. J'ai dit, celui qui lève les fonds, Emmanuel Koukam, c'est qui? Pour que d'abord, celui qui me met son argent là, il faut qu'un gars qui me mette 5 millions dans mon entreprise sache que je n'ai pas faim. J'ai cité mes biens. Le dit. J'ai même listé mes terrains. Lister mes biens construits. C'est ça qui a... Attends, tu penses que un gars qui épargne son argent, comme tu vois, voilà, je te montre la liste de mes actionnaires. Comme tu vois là, tu vois 5 millions, machin. Un gars met 10 000 euros entre mes mains. Ce qu'il a regardé, certains sont allés se renseigner. On m'a appelé de Prudential Bénéficiaire pour me demander que, mais il y a des gens qui m'ont appelé pour demander si tu étais directeur commercial ici. Et si tu gagnais tel salaire, je lui ai dit oui. Je lui ai dit que c'est le gars qui veut sûrement investir dans mon entreprise. Il a dit que oui. C'est un gars qui a appelé de l'Europe. On lui a dit que oui. Il gagnait ce salaire. Et même mieux. Le DER a dit qu'on est même surpris pourquoi il est parti. C'est ça qui motive aussi. Le gars qui a envie d'investir avec toi, il a besoin de savoir que Emmanuel Koukam n'attend pas de mon argent pour machin. J'ai des objectifs à atteindre moi-même. Comme je te l'ai dit, en 2024, je dois être capable de gagner plus que ce que je gagnais à l'époque. Et dès que je vois ma tendance, c'est ça en fin 2023. Je ne vais même pas attendre fin 2024. Dès que je vois la tendance, déjà même,
Je suis même en avance sur ce que j'avais prévu. Tu vois un peu. Parce que j'ai oublié de te dire, j'ai une autre activité. J'envoie les produits vivriers en Europe. Là, je suis en train de charger un conteneur de produits frais. Pour un gars qui vit dans la diaspora, avant, il venait charger lui-même au Cameroun. On s'est mis ensemble, je le fais, je l'envoie, il me paye mes commissions. Parce que je suis sur place. Il vit là dans mon coin, il n'a pas peur. Il a commencé avec sa famille, il a vu là, les gars ont disparu avec. Or, pour charger un conteneur de produits frais, c'est pratiquement 30 millions. Tu vois, il est venu là visiter mes entreprises, il a visité, il sait que bon, ok, si ce gars visite, je connais sa maison et autres là, je peux même saisir. Je t'ai rassuré. Il a vu là dans mon coin, je suis en train de charger son conteneur, ça va partir. Quand ça part, pap, il va me payer mes honoraires 2000, 3000 euros. On est parti sur un objectif où on doit faire un conteneur par mois. Cet aspect-là, c'est pas moi qui emballe les bâtons de manière qui fait. Non, j'ai des collaborateurs qui le font. Tu as vu M. Kamga qui est là. C'est des gens qui m'accompagnent. Tu as vu Franck, celui qui tient la comptabilité haute là. C'est des gens sur ce qui m'accompagnent. Dans le truc, je ne cherche pas à être gourmand. Dans les 3 millions que je vais gagner, je vais donner un peu à Franck, un peu à M. Kamga. Peut-être je vais rester peut-être avec 1000 euros. Mais tu vois, si je gagne 1000 euros ici, 1000 euros dans les bâtons de manière, 1000 euros en gagnant un peu dans plusieurs trucs. Je suis tranquille. Je ne suis pas là pour dire que les autres, que vraiment, je ne suis pas là pour parler. Moi, je parle de la réalité du terrain. Moi, je parle de la réalité des précautions que je prendrai. Que si mon petit frère en Allemagne m'appelle pour me dire qu'il va investir dans l'entreprise, je lui dis que celui qui porte ton projet, c'est qui? Qui m'envoie son CV? Il habite où? Je vais me renseigner sur lui. Et je peux lui dire, vas-y, le risque ici est à 10%. Sur un autre, je vais lui dire, et un autre peut ne rien avoir. Où le risque est à 90%. Et ça réussit. Mais il faut connaître ton risque dès le départ. Tu peux investir sur un gars qui n'a pas oublié d'avoir toutes les sécurités que moi je demande là. Mais en partant, tu sais que ici, le risque est à 90%. Mais tu t'investis et ça marche. Il n'y a pas un prototype parfait. Mais c'est bien de savoir le niveau de risque que tu prends avant de te lancer dans un projet. Il ne faut pas te lancer dans un truc, après pour te rendre compte que le risque est à 80%. Non. Tu peux te lancer en sachant que ici, le risque est à 80%. Donc, tu es prêt à perdre cet argent. Mais dans le cas, tu dis que ici, le risque est maîtrisé. Tu comprends un peu? Tu vois, tu es revenu en Allemagne. Tu es en train de te lancer dans l'élevage du porc. Dans 1 an, 2 ans, dès que je te vois, tu es en train de faire, tu auras un cheptel de peut-être 200, 300 porcs. Maintenant, ton ami qui est en Allemagne, beaucoup de tes amis sont en train de te regarder. Ils veulent voir si tu vas échouer ou tu vas réussir. Ton exemple va motiver certains à revenir. Maintenant, demain, quand tu vas dire à tes amis, je suis en train de vouloir étendre, je te parle le cas de Loïc à moi, qui est mon petit frère. Il a lancé son truc. À un moment, il a demandé qu'il veut ouvrir son capital. Les gens viennent plus facilement dans une entreprise qui est déjà établie que dans une entreprise qui ne commence pas. Notre entreprise 200 transferts full processing. Quand on a fait la cérémonie de levée de fonds, on a fait la réunion en Italie. Tous les amis de mon petit frère n'ont pas souscrit. Mais certains, aujourd'hui, ceux qui ont souscrit sont en train de dire que, gars, on a certains de nos amis là qui veulent revenir. Ils ont eu peur. Ils se sont dit que, gars, l'histoire là. Maintenant, ceux qui sont dans l'entreprise sont en train de dire que non, on n'ouvre pas le capital pour le moment. On bloque d'abord. Et même si on ouvre, l'action ne sera plus 10 000. Parce qu'on n'a plus le risque de départ. Parce qu'on a chaque jour, quand je vais, là, hier soir, par exemple, j'étais chez le peintre, on est en train de peindre notre voiture publicitaire. Je fais la vidéo, j'envoie aux actionnaires. Ils savent qu'en ce moment-ci, notre voiture publicitaire est en train d'être peinte. Ils savent qu'en ce moment-ci, nos motos publicitaires sont en train d'être peintes. Ils savent en ce moment-ci que notre DG est en train d'apprêter une réunion de formation des commerciaux. Ils savent qu'en ce moment-ci, notre DG était dans une réunion le week-end où il a vendu 140 boîtes de piments. Donc, ils sont au courant de leur entreprise. Normalement, ce n'est pas les canaux d'une entreprise normale. Une entreprise normale, tu dois attendre 6 mois pour avoir... Mais nous, on a dit que non. On va arriver à ce canal-là dans 2 ans. Mais pour le moment, nos actionnaires savent ce qu'on fait minute by minute. Ce soir, je suis à une cérémonie. Je vais faire la vidéo pour dire que nous sommes à une cérémonie du PAGEC. Je vais envoyer à nos actionnaires qu'on a fait ça aujourd'hui. Donc, maintenant qu'ils partagent ça avec leurs amis qui ne sont pas venus dans le projet, les gars commencent à regretter. Ils veulent maintenant revenir. Mais je peux te dire que ceux qui sont actionnaires là, ils disent que non. Pour le moment, on reste d'abord entre nous. On leur avait dit de venir, ils ne sont pas venus quand il fallait porter le risque. Ils ont eu peur. Ils se sont dit que le grand frère de notre ami là, on connaît les gars qui sont au Cameroun comme ça. Le gars va venir, on va lui donner nos épargnes, il va disparaître avec. Maintenant, ils se rendent compte que
Les gars leur rendent sûrement demandent à leurs amis que mais, le truc que vous avez investi, ils disent que non, on est à tel niveau. Hier, il a envoyé la vidéo, voilà la vidéo, on a ceci. Hier, il est machin, on a ceci. Hier, je te parle, on a acheté un véhicule. Moi, je suis en train de mettre mon véhicule pick-up à disposition de l'entreprise. L'entreprise a acheté son car publicitaire. Mais je vais mettre, j'ai mon pick-up que j'utilise pour faire mes champs avec. Pour augmenter la visibilité de notre entreprise, je vais peindre mon pick-up, qui est le pick-up de la ferme de Carrefour, aux couleurs du piment, pour donner plus de visibilité à l'entreprise. Je ne vais pas louer ma voiture à l'entreprise, non. C'est plus de visibilité. Parce que je suis le porteur du projet. Je ne veux pas que demain, mes petits frères qui ont rassuré, qui sont engagés auprès de leurs amis, d'investir dans mon entreprise. Ou bien quelqu'un comme Landing qui a appelé ses amis d'investir dans mon entreprise regrette. Non. Celui que je vais recruter comme responsable des ventes, je vais lui donner, il va prendre un permis, ou je vais lui donner un de mes véhicules pour conduire, pour travailler pour l'entreprise, que je ne vais pas louer. Ça fait partie de mes sacrifices parce que je suis le porteur du projet. Pour que l'entreprise grandisse. L'entreprise, en termes de charges locatives, n'a que les bureaux que tu vois. L'usine que tu as vue à la maison, là, c'est mon bâtiment. Si tu te dis combien on paie le loyer dessus, tu vois combien j'ai mis sur le loyer de l'entreprise, tu vas pas. J'ai mis 50 000. Donc, quelque part, tu es aussi prêt à... C'est mes sacrifices personnels, oui. Quand l'entreprise va grandir, je dis aux actionnaires que, OK, on a la base de Bahamas où on sèche notre piment. C'est chez moi. On a conservé, on a conçu notre local là-bas. Mais je ne loue pas cet endroit à l'entreprise. Mais dans 2 ans, je vais quand même dire aux actionnaires que, bon, les gars, l'entreprise marche déjà bien, non? Ouais. Quand même. Les gars, donnez-moi quand même quelque chose sur mon... Payez maintenant au moins bien mon loyer de là où votre usine est, non? Tu vois un peu? Je vais dire aux gars, les gars, quand même, vous savez que le terrain à Baham, où il y a votre type, c'est un terrain familial. Vraiment, mes frères croient peut-être qu'on me donne le loyer, je ne leur donne rien. Les gars, même pas moi, mettez quelque chose sur le loyer, non? Là, ils vont quand même se dire que oui. Je vais leur dire que bon, mon pick-up là, donc il n'y a même pas quelque chose même pour motiver. Et quand on voit que non, le grand frère, puis tous m'appellent grand frère. Ils vont dire que le grand frère a d'abord mis. Parce que tous, la majorité sont mes petits frères. Le grand frère a d'abord mis, il s'est sacrifié pour notre entreprise. Si je te dis au salaire, on me donne pas un salaire, si on me donne du carburant. En tant que DG de cette entreprise, je n'ai pas un salaire de 300 000. On paye mon carburant et mon crédit de téléphone. J'ai accepté de ne pas prendre de salaire pour le moment. Ouais. C'est le sacrifice quand tu portes ton projet. Si je venais commencer à fixer, dire qu'il faut qu'on me paye 500 000, 600 000 ou 1 million, je tue l'entreprise. J'ai calculé mes besoins en carburant, crédit, téléphone, internet et représentation. Quand je reçois quelqu'un, je mange avec lui au-delà. J'ai dit, ça fait peut-être 200 000. Je dis, ok, ça qu'on met comme salaire du DG. Mais les actionnaires ont dit que non. Je leur dis que non. Laissons l'entreprise grandir. Ce qui tue souvent les entreprises, c'est que le promoteur vient, il se met au salaire d'un DG. 700 000. Il tue l'entreprise. J'accepte. Quand l'entreprise va grandir, on a un conseil d'administration. Je dis que monsieur le président, donc tu attends seulement que je demande. Le PCA lui va voir comment l'entreprise fonctionne. Il va quand même se dire que non. Il sait quand même déjà. Le véhicule que j'utilise comme véhicule de fonction, c'est ma voiture personnelle. C'est moi qui paye l'assurance dessus, c'est moi qui paye tout. Après, il veut dire que ouais, président. Toi-même, tu me vois chaque jour, je monte, je descends avec ma voiture là, comme ça là. Tu ne dis même pas que DG, à partir de maintenant, prends 200 000 comme frais d'entretien de ta voiture. Mais il faut d'abord ça. Quand tu portes un projet, beaucoup de projets qui mettent au Cameroun, c'est que quoi? Le gars lève les fonds comme ça, il se met comme salaire du DG, 1,5 million. Et tu l'entreprise. Si tu crois en ton projet, sacrifie-toi d'abord. Et le carnet d'adresse, comme tu dis, c'est important dans ce pays. Au Cameroun, il faut avoir le carnet d'adresse, ne pas te mentir. C'est pour ça qu'un gars à la diaspora, si tu n'as pas carnet d'adresse au Cameroun, associe-toi à un gars qui a carnet d'adresse au Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un problème, c'est pour taper la porte, j'ai un ami ministre, que ça se bloque, il se lève pour moi. Côté sécurité, j'ai des amis commissaires au-delà, ça compte tout ça. Si j'ai un problème aux impôts, je connais tel centre. Ça, le carnet d'adresse au Cameroun est important. Qu'on ne te trompe pas. Un gars à la diaspora qui a mis dans son entreprise seul, il va s'en sortir. Mais il aura des problèmes. Monsieur Kamgato, tu vois, c'est mon grand frère et mon collaborateur.
Il a plus de 20 ans dans les centres des impôts. Il connaît presque tous les chefs de centres des impôts. Aucune de mes entreprises n'a jamais été fermée. Quand on se rend compte qu'on n'a pas encore déclaré les impôts, on l'appelle. On dit, monsieur Kamga, il y a une des entreprises qui n'a pas encore viens payer. Oh, tu déranges. Il dit qu'on n'a rien, on va payer le mois prochain. On ne vient pas nous fermer. On sait que monsieur Kamga viendra payer. Parce que ça aussi, quand tu demandes à l'administration fiscale, quand tu es proche d'eux, tu demandes à l'administration, il faut respecter. Parce que l'administration fiscale, à un moment, devient comme ton banquier. Tu dois connaître que tu as des problèmes de difficultés. Il est arrivé que notre chef de centre des impôts nous accompagne pendant 4 mois. On n'a pas payé nos impôts. Mais quelqu'un d'autre va venir te sceller. Mais comme il connaît M. Kamga depuis plus de 10 ans, il sait que c'est un monsieur correct, sérieux. Après aussi, on est venu payer. Tout ça là, ça joue. Il faut avoir les relations. Il faut avoir des relations. Il faut avoir les relations. Dernièrement, pour m'abonner à la chambre d'agriculture, je n'ai pas eu besoin d'aller me lancer. J'ai appelé un contact que je connais qui est secrétaire général de la chambre d'agriculture. On m'a fait mon abonnement lettre passée. Pour aller à l'OAPI, tu mets ton nom à l'OAPI. Tu vas commencer à écrire les longues lettres. J'ai passé un coup de fil, on a réglé mon problème sans que je ne parte de mon bureau. Ça, c'est important. C'est pour ça qu'il faut s'associer à un gars au Cameroun qui a le carnet d'adresse. Il va t'éviter tous ces genres de choses-là. Comme vous avez compris, il faut chercher à avoir les relations si vous voulez investir en Afrique. C'est important. Ce n'est pas indispensable, ça facilite les business. Ça fait gagner en temps.